Cette semaine spéciale l'aventure, c'est l'aventure. Après Amelia Earhart, je vous raconte la vie d'un Américain que le goût de l'aventure a mené aux confins des Andes, sur la piste de l'ancien empire Inca et du Machu Picchu, ou la véritable histoire de Hiram Bingham, l'explorateur qui a inspiré Indiana Jones. Pourquoi lui attribue-t-on la découverte du Machu Picchu en 1911 ? Quelle était la destination de ce site bâti par les Incas ? L'archéologue du début du XXe siècle appliquait-il les mêmes techniques que celui d'aujourd'hui ? Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en 1981 et un héros pointe son nez et son chapeau en feutre sur les écrans de cinéma. Son nom, Indiana Jones. Pour les spectateurs du monde entier, son histoire débute avec les aventuriers de l'Arche perdue. Ce premier volet de la série n'est que le premier d'une saga qui en compte 5 aujourd'hui, depuis la sortie en 2023 du Cadran de la Destinée. Et depuis plus de 40 ans, l'attachement du grand public pour le professeur Jones ne s'est jamais démenti. Le grand gaillard bronzé est carrément devenu un mythe avec son visage buriné et son sourire charmeur, et comme souvent l'origine du mythe vaut le détour. En 1981 donc, lorsqu'Indiana Jones débarque en salle, le personnage ne sort pas de nulle part. Son histoire a commencé 4 ans plus tôt sur une plage de rêve du côté d'Hawaï. George Lucas, qui vient de réaliser le premier volet de la saga Star Wars, se repose en compagnie de Steven Spielberg, qui vient de boucler, lui, sa rencontre du troisième type. Les deux hommes discutent de leur projet, et lorsque Spielberg avoue qu'on vient de lui refuser le tournage d'un James Bond, George Lucas lui parle d'une vieille idée qui lui trotte dans la tête depuis des années, les aventures d'un aventurier. Mais pas n'importe lequel, non, un archéologue lancé à la recherche des reliques les plus célèbres du monde. Il a même le prénom Indiana, du nom de sa chienne. Après tout, Chewbacca, c'était celui de son chien et ça a plutôt bien marché. Pour ce qui est du nom de famille, c'est moins original, Smith. Indiana Smith. Ça sonne pas terrible, répond Spielberg qui propose une autre idée. Jones. Indiana Jones. L'ébauche est là, reste à la préciser. Les deux hommes ont des références communes comme les westerns de Clint Eastwood ou L'homme de Rio avec Jean-Paul Belmondo. Ils pensent aussi à Tintin et à Alan Quatermain, le héros des mines du roi Salomon, mais leur personnage n'est pas un reporter ou un aventurier classique. C'est un archéologue, c'est un universitaire, un oiseau rare. Et pourtant, des modèles qui ont existé pour de bon, quand on en cherche, on en trouve. Il y a Percy Fawcett, l'explorateur anglais disparu en Amazonie en cherchant la mystérieuse cité de Z. Il y a Roy Chapman Andrews, le naturaliste américain qui a découvert pour la première fois des œufs de dinosaures dans le désert de Gobi. Et puis il y a Hiram Bingham, l'homme qui a découvert le Machu Picchu, le vieux site de l'ancien empire Inca qui s'élève au milieu des montagnes du Pérou. Sur le papier, bingo, les deux personnages, le véritable explorateur et son alter ego de fiction, se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme des frères même. Et comme Indiana Jones, chez qui l'aventurier prend parfois le pas sur le scientifique, Hiram Bingham cache aussi sa part d'ambiguïté. Quand il voit le jour en 1875, personne n'imagine encore que Hiram Bingham rejoindra le club fermé des plus grands explorateurs de l'histoire. Et pour cause, puisqu'il naît à Hawaï, à 10 000 km des montagnes du Pérou qui feront sa gloire. Si Hawaï est un cadre enchanteur, Henry, lui, voit vite dans cette île une prison dorée. Bingham se lasse rapidement de l'éducation puritaine qu'il reçoit, beaucoup de discipline pour peu de joie. Il n'y a guère que la lecture des aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain ou les romans de Kipling pour lui changer les idées, d'autant qu'il est assez malin pour comprendre très jeune à quelle existence on le destine. Missionnaire, comme son père et comme son grand-père avant lui. Ce qui pousse davantage à l'exploration des âmes qu'à celle des mystérieux recoins de l'Amérique du Sud. Mais le jeune homme a d'autres ambitions. Les quelques incursions dans le monde extérieur qu'il a pu faire, en s'initiant notamment à l'alpinisme avec son père, lui ont ouvert d'autres horizons. Sur son petit confetti perdu au milieu du Pacifique, Hiram Bingham s'ennuie à 100 sous de l'heure et la révolte n'est pas loin. À l'adolescence, il va jusqu'à dérober la jolie somme de $250 sur le compte bancaire de la famille pour échapper à ce milieu qui l'étouffe en montant à bord du premier paquebot qui passe. L'escapade tourne court, mais il faut croire que son pasteur de père a compris le message.
En 1892, ses parents l'envoient à la Phillips Academy d'Andover, dans le Massachusetts. À 17 ans, Bingham est l'incarnation du vieux dicton latin « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. C'est un athlète bourré de charme, mais c'est aussi un étudiant de premier ordre qui intègre la très prestigieuse université de Yale. Hélas, la maigre fortune familiale ne lui offre guère de marge pour vivre. Bingham travaille à côté du campus. Le jeune homme touche à tout, de la vente de bonbons jusqu'à celle de livres à domicile, en passant par la plonge dans les restaurants du coin. En 1898, il décroche son premier diplôme. Il faut croire que l'année 1898 est bénie des dieux. Cette même année, Hiram Bingham croise la route d'une jeune femme dont il tombe raide amoureux. Et c'est réciproque. Elle s'appelle Alfreda Mitchell, une beauté qui est aussi l'héritière de la célèbre bijouterie new-yorkaise Tiffany. Désormais libéré de toute préoccupation matérielle, Bingham poursuit son parcours universitaire du côté de Berkeley, puis de Harvard, où il décroche un doctorat en histoire de l'Amérique espagnole. À l'heure où le président Theodore Roosevelt se lance dans une politique d'influence qui passe aussi par la science, son sujet n'a rien d'innocent. Aujourd'hui comme hier, le savoir, c'est le pouvoir, et le travail de Bingham s'inscrit dans une perspective claire. L'histoire des Amériques, c'est aux États-Unis qu'on va l'écrire. Ce n'est, en revanche, pas seulement sur le territoire des États-Unis qu'on peut en trouver les origines. Très vite, Bingham comprend que son travail va l'emmener sur les terres mystérieuses de l'Amérique du Sud. En novembre 1906, Hiram Bingham se lance dans une première expédition qui l'emmène aux confins du Venezuela et de la Colombie. Bingham, qui a déjà quelques articles académiques à son actif, ne s'intéresse encore que de loin aux civilisations précolombiennes. À cette date, il a surtout l'intention d'écrire une biographie de Simón Bolívar, le libérateur de l'Amérique latine. Si la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Panama, le Venezuela ou encore le Pérou ont échappé à la tutelle espagnole, c'est grâce au Libertador. Pour mieux saisir son sujet, Bingham se lance dès 1908 sur la route empruntée 90 ans plus tôt par Bolívar lui-même à travers les Andes, de Buenos Aires en Argentine à Lima, au Pérou. Au tout début du XXe siècle, un périple pareil relève encore de l'aventure à l'état pur. Mais sous la tente, son esprit vagabonde. Le professeur Bingham sent que quelque chose de plus profond se cache sous la surface de l'histoire récente du continent. L'explorateur s'intéresse à un récit surtout, une description laissée par le conquistador Diego de Figueroa en 1595, celle d'une cité mythique, Vilcabamba, la cité perdue des derniers Incas. D'après la tradition, c'est là-bas que s'était réfugié le dernier des empereurs Incas, Tupac Amaru. En échange de sa vie, le dernier empereur avait juré de gorger d'or les gosiers espagnols. Assez d'or avait promis l'Inca pour remplir 20 fois sa geôle. La suite est floue. Tout ce qu'on sait, c'est que le dernier empereur Inca est mort exécuté à Cusco devant ce qui restait de son peuple. L'or, lui, personne ne sait ce qu'il est devenu. Pas plus que de la cité perdue d'ailleurs, mais Bingham a de l'ambition et de la mémoire. Il sait que lorsque Hermann Schliemann a mis la main en 1873 sur les bijoux qui ne pouvaient être à ses yeux que ceux d'Hélène de Troie, il est entré tout droit dans la légende. Bingham le sait, sa cité perdue à lui, son Graal, c'est Vilcabamba. Reste alors à financer le projet. En 1910, l'existence de Hiram Bingham connaît un nouveau tournant lorsqu'il parvient à boucler le financement de la vaste expédition dont il rêve. Pour localiser la cité perdue de Vilcabamba, tout le monde s'y met, sa femme bien sûr, mais aussi la National Geographic Society et l'université de Yale. L'année d'après, en 1911, l'expédition se met en route. Bingham est à la chasse du moindre indice, mais le plus curieux de tous est celui qui échappe un soir de beuverie à un officiel péruvien du côté de Cusco. Ivre-mort, le brave sous-préfet lâche un mot. Huayna Picchu, le jeune pic. Le temps de se pencher sur une carte et de plonger dans ses notes, et Hiram Bingham s'illumine. Ce nom, c'est celui de la montagne sous laquelle il compte bien trouver la cité oubliée de Vilcabamba. Il ne reste plus qu'à s'y rendre, ce qui n'est pas une mince affaire. À la mi-juillet, l'expédition s'épuise en remontant le cours des rivières et des torrents de la vallée de l'Urubamba. Les mules sont vite abandonnées, franchir le moindre col demande de tailler son chemin à coups de machette au milieu des lianes, des vipères et des insectes.
La jungle andine a déjà prélevé son tribut d'ailleurs. Quelques jours plus tôt, l'un de ses porteurs a glissé sur une roche humide en passant une rivière. On l'a retrouvé noyé plusieurs centaines de mètres en aval. Le professeur Bingham est, lui, au bout de ses forces. Le 23 juillet, pourtant, l'expédition peut souffler en débouchant sur un haut plateau dominé par les montagnes de la Mandor Pampa. L'endroit est cultivé, on y voit des plants de maïs et de patates douces. L'interprète de Bingham discute un moment en quechua, la langue de là-bas, avec le paysan qui vit là avec Pablito, son fils de 11 ans. Son visage s'éclaire encore une fois. D'après le cultivateur, il existe bien des ruines anciennes dans la région. L'homme le sait d'autant mieux qu'il s'y rend parfois pour libérer les eaux de pluie accumulées dans d'anciens bassins et les orienter vers ses champs. Toute la nuit, Bingham piaffe d'impatience. Le lendemain, pour quelques sous, le paysan accepte de le confier entre les mains de Pablito. Bingham a du mal à tenir le rythme de son petit guide qui coupe bientôt dans les broussailles avant de poursuivre dans la jungle trempée au milieu des orchidées dont les colibris dévorent le jus sucré. Après 1h30 d'effort, le petit groupe débouche enfin dans une clairière. Devant lui s'étend un paysage en terrasse que Hiram Bingham décrit ainsi le soir dans son journal, un labyrinthe de petits et grands murs recouverts de jungle, les ruines de bâtiments faits de blocs de granit blanc soigneusement découpés et magnifiquement assemblés sans ciment. Je me trouve au cœur des ruines les plus merveilleuses jamais trouvées au Pérou. Ce que Bingham vient de découvrir, ce n'est pas Vilcabamba, c'est le Machu Picchu, la vieille montagne en quechua, une ancienne cité perchée à 2500 mètres d'altitude sur le promontoire rocheux qui relie la vieille et la jeune montagne, le Machu Picchu et le Huayna Picchu. En parcourant les rues de la ville Inca, Bingham est subjugué par la beauté de ces gigantesques précipices de granit multicolores qui s'élèvent à des milliers de pieds au-dessus des rapides mousseux, brillants et rugissants. La chance veut que le soleil se lève. Bingham, toujours équipé de son fidèle Kodak 3 à soufflet, mitraille le site jusqu'à l'épuisement de son stock de pellicules. Aujourd'hui encore, les archéologues estiment que moins d'un quart du Machu Picchu ont été correctement explorés. De 1911 à 1913, Hiram Bingham ne peut évidemment qu'effleurer la surface d'un site qui s'étend au milieu des Andes sur 530 mètres de long et sur 200 mètres de large. Il ne peut dégager qu'une infime partie des 172 bâtiments de pierre, mais la soif de savoir et de découverte qui l'anime lui donne des ailes. Alors, avec les moyens du bord, Bingham met au jour des centaines de tombes et déterre des jarres, des plats et des bijoux. Il dresse une première cartographie du site, procède au premier relevé et retrouve les voies d'accès qui menaient au Machu Picchu au XVe siècle, au temps de sa splendeur. Quant à la destination du site, Bingham en est réduit aux hypothèses. Un site religieux ? Une forteresse ? À ce stade, peu importe. L'important, c'est de faire connaître sa découverte. En 1913, le National Geographic ne fait pas les choses à moitié. La totalité de son numéro d'avril est consacrée à la découverte du Machu Picchu dans un long reportage écrit par Hiram Bingham lui-même et illustré avec ses propres clichés. 150 pages, 250 photos et un titre « In the Wonderland of Peru », dans le pays merveilleux du Pérou. Les images sont saisissantes et le reportage ne l'est pas moins. Enfoui sous la jungle pendant des siècles, protégée par l'altitude et par la végétation, la cité oubliée surgit soudain du passé, presque intacte par endroits. Les bottes aux pieds, son Stetson vissé sur le crâne, Hiram Bingham entre au panthéon des explorateurs. Paradoxalement, la découverte du Machu Picchu sonne presque la fin d'une période aventureuse pour Hiram Bingham. Comme si l'authentique exploit qu'il venait de réaliser faisait en quelque sorte figure de point d'orgue, d'autant que la Première Guerre mondiale ne facilite pas les grandes expéditions scientifiques. L'explorateur ne reste cependant pas les bras croisés pendant le conflit. En 1917, à 42 ans, il s'engage dans l'aviation américaine et part pour la France. À Issoudun, le lieutenant-colonel Bingham prend la tête du 3e camp d'entraînement de l'US Air Force jusqu'en novembre 1918. Bien intégré à la bonne société new-yorkaise depuis son mariage, professeur désormais fameux pour une université de premier ordre à Harvard, Hiram Bingham délaisse petit à petit ses envies d'aventure. En 1924, l'homme se lance en politique en devenant gouverneur, puis sénateur républicain du Connecticut, mais il perd son siège en 1932.
Bingham se concentre alors sur l'enseignement et sur l'écriture, mais il faut attendre encore des années pour le voir publier le récit de ses aventures andines. Quand paraît La Cité perdue des Incas en 1948, 40 années se sont déjà écoulées depuis l'expédition qui l'a rendu célèbre. Bingham est alors âgé de 73 ans, mais son livre le place au centre d'un débat qui oscille entre la science et la politique. Personne ne conteste la place décisive qu'il occupe dans la redécouverte de l'histoire des Andes, mais son témoignage vient jeter une lumière nouvelle sur des pratiques qui commencent à choquer à l'orée des années 50, comme pour le très controversé Heinrich Schliemann, le découvreur de Mycène et de Troie. L'heure du bilan a sonné. La première chose qu'on ne manque pas d'observer, c'est que Bingham n'a pas plus découvert le Machu Picchu que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Les Vikings l'avaient découverte bien avant lui. Bingham a eu quelques prédécesseurs sur un site qu'il ne cherchait d'ailleurs pas et qui n'avait en réalité jamais été complètement oublié. Entre le XVIe et le XIXe siècle, les historiens péruviens ont régulièrement retrouvé les noms de Huayna Picchu et de Machu Picchu dans les registres notariaux. Au XIXe siècle, des voyageurs comme le français Charles Wiener ont aussi mentionné le Machu Picchu et le site figure déjà sur plusieurs cartes. On sait par exemple qu'en 1874, l'ingénieur allemand Rudolf August Behrens s'y est rendu. Officiellement, il s'agissait d'exploiter le bois de la région. Officieusement, Behrens a joyeusement pillé le site pour le plus grand bonheur de quelques collectionneurs privés. En 1902, enfin, 3 Péruviens ont devancé Bingham et l'explorateur américain ne pouvait pas l'ignorer. Dans son propre récit, il explique avoir vu leur nom inscrit sur les pierres du site. Sanchez, Palma et surtout Lizarraga, qui a laissé son nom au charbon de bois sur l'une des pierres du temple des 3 fenêtres. Et c'est encore Bingham lui-même qui, dans son livre, avoue avoir effacé l'inscription des murs. Il l'assume d'ailleurs. Dans le même sens où Christophe Colomb est reconnu pour avoir découvert l'Amérique, il est juste de dire que j'ai découvert le Machu Picchu. D'autres avaient visité le continent avant Colomb, mais c'est bien lui qui l'a fait connaître au monde civilisé. Mais cette tendance à s'approprier une découverte qui n'en est pas totalement une n'est pas la seule zone d'ombre qui entoure Hiram Bingham. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, et qu'on lui reprochait déjà de son vivant, c'est d'avoir exploré le site sans se préoccuper d'un léger détail. En 1911, le Machu Picchu est un site péruvien qui appartient au Pérou et pas à Hiram Bingham. Or, l'explorateur ne s'est guère embarrassé de ces questions de souveraineté. Il a rempli des centaines de caisses de milliers d'objets retrouvés sur place, et on ne parle pas de quelques éclats de poterie, n'est-ce pas ? L'or que convoitaient les conquistadors n'a jamais existé, mais Bingham a emporté très exactement 4633 petits fragments archéologiques incas avec lui. À sa décharge, l'Américain ne les a pas gardés pour lui. Il les a confiés à l'université de Yale, qui en a elle-même cédé une partie à d'autres grands musées du monde, comme le British Museum de Londres ou le Louvre de Paris. Du côté du Pérou, on apprécie évidemment peu la plaisanterie. Du point de vue péruvien, Bingham n'est jamais qu'un pilleur de tombes. Il aura fallu 60 ans, certes, mais le gouvernement péruvien aura fini par obtenir en partie gain de cause en 2010, lorsque Barack Obama s'est décidé à jouer les intermédiaires entre le Pérou et l'université de Yale, qui a fini par restituer plus de 350 objets en pierre, métal et céramique, ainsi que des milliers de fragments récupérés sur le site. À sa manière, Bingham fait à nouveau figure de pilote. Le débat sur la restitution des œuvres dégagées par les archéologues occidentaux pendant des décennies d'exploration n'a jamais été aussi vif qu'aujourd'hui. Pour citer une ligne fameuse d'Indiana Jones à propos d'une des œuvres que lui vole son ennemi juré René Belloc, leur place est dans un musée. Encore faut-il savoir lequel. Sur le plan scientifique, il reste peu de choses de l'héritage de Bingham. La plupart de ses théories sont abandonnées, comme celle qui l'a conduit à confondre à tout prix le Machu Picchu et Vilcabamba, cette cité fondée par les derniers Incas pour lutter contre les Espagnols après la chute de Cusco. Le Machu Picchu d'ailleurs ne date pas de la fin de l'Empire Inca, mais de son âge d'or au XVe siècle. Une autre de ces idées ne tient pas la route non plus aujourd'hui. Pour Bingham, le Machu Picchu abritait le temple des Vierges du Soleil, des jeunes femmes dont la beauté, dit une vieille légende, leur valait de rester toute leur vie au service de l'empereur. Aucune preuve archéologique ne vient soutenir cette théorie, certes romantique, mais totalement infondée.
Le véritable héritage de Bingham est sans doute à trouver dans la fiction en général et au cinéma en particulier. Officiellement, Steven Spielberg et George Lucas n'ont jamais publiquement reconnu s'être inspirés de la vie de Hiram Bingham pour imaginer le personnage d'Indiana Jones, mais on peut les soupçonner d'être un peu de mauvaise foi dans cette affaire, car au-delà du fait que le premier volet des aventures du professeur Jones démarre au Pérou dans un temple, qui rappelle tout de même beaucoup ceux du Machu Picchu, les indices sont nombreux. Hiram Bingham est mort en 1956, 8 ans après la parution de son livre, mais seulement 2 ans après une première adaptation plus ou moins officieuse au cinéma. Dans Le secret des Incas, un long métrage de 1954, Charlton Heston incarne Harry Steele, un chasseur de trésors américain qui se rend au Pérou pour y mettre la main sur un trésor inca. L'influence de Hiram Bingham et de son récit est évidente, comme il est évident que ce film a inspiré Spielberg et Lucas. Charlton Heston porte un fedora, une veste en cuir et une chemise blanche qui évoquent évidemment le costume d'Indiana Jones, mais qui rappelle surtout celui de Hiram Bingham, que bien des photos montrent avec la même tenue, des bottes, un blouson de cuir et un chapeau à large bord. Il ne manque que le fouet, cette petite touche finale qui fera beaucoup pour la légende d'Indiana Jones. Au demeurant, la ressemblance entre les deux hommes, le véritable explorateur et son alter ego de cinéma, se retrouve jusque dans l'ambiguïté qui caractérise le professeur Jones. Comme Bingham, et comme je l'évoquais au début de mon récit, Indiana Jones n'est pas un personnage purement désintéressé, en tout cas pas dans le premier volet de ses aventures. Après tout, Harrison Ford commence son parcours à l'écran en volant une idole péruvienne, sans trop s'embarrasser de toute la paperasserie qui encadre en général des fouilles dignes de ce nom. Tout ce qu'on a vite fini par reprocher à Hiram Bingham. Comme quoi. Europe 1, historiquement vôtre. Patrice Lecoq, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Hiram Bingham, je l'ai expliqué, n'a pas découvert le Machu Picchu, mais redécouvert. C'est avant tout une découverte scientifique. Oui, on peut le considérer comme tel, puisque c'est quand même le seul qui a divulgué un site que l'on ne connaissait pas. Alors, à quoi ressemblait le site à l'époque ? Eh bien, il était totalement enfoui sous la végétation, donc on n'y voyait pas grand-chose. Quand Bingham y est allé, ça lui en a eu plusieurs jours parce qu'il a fallu tailler, c'est dit dans le texte d'ailleurs, il faut tailler la végétation. C'est de la forêt vierge, elle est envahie par les moustiques, c'est encore le cas aujourd'hui. Elle est envahie par certains animaux, on a des colibris, on a des pumas. Alors, il y a beaucoup de pumas à l'époque. Aujourd'hui, il y en a moins aujourd'hui, mais c'est une réserve nationale, donc il y a quelques pumas. Mais la nuit, le jour, c'est un peu plus difficile de les rencontrer, moi. Et puis il y a des ours à collier, qu'on appelle zoukoukou, qui est un animal emblématique des Andes et un animal sacré. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez, si vous êtes tout seul sur le site, à la rigueur, de temps en temps, vous pouvez rencontrer un ours à collier. Oui, mais c'est très dangereux d'être seul sur le site. C'est pas évident. Il y a des vipères encore. Et aujourd'hui, avec le nombre de gardiens qu'il y a, c'est un peu difficile d'être seul sur le site. Mais enfin, à l'époque, c'était le cas. À l'époque, il n'y avait rien. Tout restait à faire. Tout était envahi. De la végétation partout, des montagnes, des édifices en ruine, un site totalement chaotique. Mais pour autant, d'autres, je l'ai raconté, s'étaient aventurés avant Machu Picchu. Ils n'avaient pas débroussaillé, ils n'avaient pas taillé. Non, parce que le site, la végétation reprend. Moi, j'ai fouillé pas très loin sur un site, j'y suis retourné 3 ans plus tard, ce que j'avais dégagé était de nouveau sous la végétation. C'est une région humide, donc il pleut énormément. C'est la limite avec la partie amazonienne lorsqu'on descend. Et donc, évidemment, l'espace de 6 mois, dès qu'il pleut, la végétation reprend ses droits. Et donc, tout ce que vous avez fait est à refaire, qui pose d'énormes problèmes pour la conservation. Donc, en effet, les quelques personnes qui auraient pu découvrir le site, ce qu'ils cherchaient, comme c'est dit dans le texte, ils cherchaient essentiellement des trésors, des objets à ramener. Ce qui les intéressait, c'était surtout un site archéologique. C'était pas. Le site est considéré comme une waka. C'était pas comme site. Il est dit dans le texte, c'était le site de Wannan. Le nom de Pichu est mentionné, mais ce qui est mentionné, c'est waka. Alors, le waka, c'est quoi ? Dans l'heure du Pérou, les waka sont les pyramides Moche, etc. Mais la waka, c'est tout ce qui est sacré. Un arbre, par exemple, c'est un waka. Une pierre, c'est un waka. Et donc, dans les cartes du 19e siècle, de l'époque, on trouve le nom de waka. Et en effet, certains prospecteurs, sachant que c'était une waka, sachant que les wakas étaient considérés aussi comme des mines qui étaient sacrées, donc sont partis à la recherche de mines. Et le site est considéré comme une mine. Donc évidemment, comme ils étaient tout à fait dans la liberté, ils sont allés rechercher des trésors. Peut-être de l'or, et ça on n'en a pas de trace dans les mines d'or, mais énormément d'objets. Et le principal intérêt de ces personnes, c'était de ramener, comme vous l'avez très bien dit, de ramener ces objets pour ravitailler les musées en Europe et aux États-Unis.
Alors, il faut savoir aussi que ramener ces globes, c'était quand même difficile, parce que pour aller sur le site, il faut quand même, à l'époque, il fallait une semaine. Mais pour relier Lima, il fallait y aller en mule. Il fallait y aller à pied. Donc, c'était presque un mois de voyage. Donc, vous pouvez imaginer les difficultés d'accès sur ce site. On arrivait à Cusco, qui était la capitale, et depuis Cusco, il fallait partir donc à pied, en diligence, à cheval, pour accéder au site, et là, avec tout ce que ça peut représenter. Alors, Patrice Lecoq, la redécouverte par Hiram Bingham du Machu Picchu, c'est avant tout une découverte scientifique. On peut le considérer comme tel dans le sens que lui partait à la découverte d'un endroit sacré, qui était Vilcabamba, le refuge des derniers Incas. Et donc, c'était son obsession. Il découvre ce site, il s'aperçoit quand même que c'est un site important, il va passer une grande partie de sa vie, les premières années, à dégager le site. Et donc, en effet, après, on le verra par la suite, avec les recherches actuelles, aujourd'hui, on pense que c'était une découverte scientifique, dans le sens que c'est le premier à faire connaître un site Inca et à démontrer le type d'occupation qu'avaient les Incas. On ne connaissait que la capitale, Cusco. En dehors de Cusco et des cités qui sont localisées dans la vallée de Cusco, on ne savait pas ce qu'il y avait. Donc, en effet, on peut penser que c'était une première découverte scientifique. Après la découverte du site, quelles sont les premières missions effectuées sur place par Bingham ? Avec qui travaille-t-il ? D'ailleurs, j'ai une question purement technique. Il avait emmené des vivres parce qu'on est loin, loin de tout ravitaillement. Il avait emmené des vivres. Alors, avec qui il travaille ? Il y va, ça lui demande plusieurs jours pour monter. Donc, il va construire un chemin de fer. Parce que sinon, il fallait y aller à pied, c'était impossible. C'est quand même 2500 mètres d'altitude. Le village, c'est Aguas Caliente, qui est au pied du Machu Picchu. Donc, le principal, c'est de trouver des gens. Et donc, il y a des jeunes, on le voit très bien sur la revue National Geographic, il y a des illustrations d'époque, où on voit les gens qui sont habillés avec leurs costumes d'origine. C'est assez extraordinaire. Donc, des chincheros, avec leurs chapeaux, leurs ponchos. Ils vont travailler avec Bingham. Alors, le premier travail de Bingham, c'est bien sûr, vous me demandez s'il avait il avait de la nourriture. Bien sûr, il va prendre de la nourriture pour une semaine, 2 semaines. Mais chaque jour, il est ravitaillé. Parce qu'il est obligé de rester sur le site, il ne peut pas redescendre. Non. Et alors, ses premières missions sur le site, d'abord de dégager. Alors, c'est ça, dégager le site. On dégage le site. Essayer d'avoir une vision, parce que le site c'est un chaos total. Donc, il faut faire un relevé. Il faut faire un relevé topographique et un plan. Alors, c'est le premier à avoir fait le plan, et aujourd'hui, on connaît le plan grâce à lui. On utilisait encore le plan de Bingham. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la cité comprend 2 ensembles, 2 quartiers. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cités Incas, notamment à Cusco. Ce qu'on appelle la moitié du haut, le quartier du haut. Alors, pour Bingham, le quartier du haut, il était occupé par les membres de l'élite. C'est là qu'on trouve tous les édifices importants. Et c'est lui qui va le découvrir. Enfin, c'est son hypothèse. Et puis, dans la partie du bas, donc c'est là qu'on trouve des décennies moins importants, un quartier de prison. Bon, bien sûr, il n'y a pas de prison, mais enfin, il imagine que c'est une prison. Un palais, des fontaines. Et au milieu du site, entre ces 2 moitiés, dans ces 2 quartiers, une grande place qui servait aux processions, aux cérémonies notamment. Ça va inspirer Hergé, puisque la place centrale du Machu Picchu, c'est la place qu'on a au moment de l'éclipse du soleil, pour les gens qui connaissent Tintin, et les boules de cristal notamment. Mais je l'ai raconté dans mon récit, alors qu'il découvre le site, Bingham s'intéresse sur sa destination. Est-ce une forteresse ? Est-ce un site religieux ? Quelles conclusions les archéologues tirent-ils aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on utilise une partie des données de Bingham. Pour lui, c'était une forteresse, bien qu'on n'a pas de mur de fortification, mais c'est surtout la position au sommet d'un éperon rocheux qui domine l'intégralité de la région. Donc pour lui, c'est une forteresse. Bon, vous avez dit qu'il a trouvé aussi, lorsqu'il a fait des fouilles, il a trouvé des squelettes, notamment des squelettes de femmes. Donc il considère, par rapport aux lectures qu'il avait fait, aux lectures des Incas, que c'était des vierges du soleil. Bon, aujourd'hui, les Vierges du Soleil, bien sûr, on revient sur cette hypothèse. On avait des femmes, mais on a aussi des hommes. Dans les dernières recherches qui ont été réalisées, on pense que ces femmes, on a fait des recherches sur l'ADN, on sait qu'elles viennent de toutes les parties du territoire. Donc pour lui, c'était aussi un endroit, un palais de l'Inca. C'est une hypothèse sur laquelle on est revenu et qu'on admet aujourd'hui, c'est-à-dire on pense que c'est un palais de l'Inca. Bingham a démontré que certains des monuments, ce qu'il appelle des temples. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si ce sont des monts, on pense que ce sont des temples. Ils sont faits avec une très très belle maçonnerie, avec des pierres de taille, très très bien agencées. Donc en effet, c'est une architecture très particulière qui correspond à l'élite. Et certains édifices sont orientés par rapport au soleil levant au moment des solstices et des équinoxes. Donc ce sont peut-être des observatoires. Notamment, il y a un temple du soleil, parce qu'il appelle un temple du soleil. Bon, donc ce sera un observatoire. On a aussi une pierre dressée qu'on appelle l'Intihuatana, une sorte de monolithe
qui servait d'après Bingham d'observatoire. Son nombre porté permettait de déterminer les grands moments de la journée. Donc ça, c'est encore une hypothèse qui tient la route. Mais ce ne sont pas des observatoires dans le sens des observatoires de Meudon, par exemple, pour observer au détail près l'apparition des étoiles. Donc il y a une connotation religieuse aussi. Il y a une connotation religieuse, donc c'est un temple, c'est un sanctuaire lié au culte des montagnes. Le Machu Picchu a été bâti par les Incas, vraisemblablement au XVe siècle. Peut-on en dire davantage sur le contexte de sa construction ? On est un peu avant l'effondrement de la civilisation Inca. Et pardon de le rappeler, mais c'est très difficile d'accès. Alors, une résidence pour accueillir ses invités, c'est pas simple. Je sais pas comment ils y arrivaient. Moi. Oui, mais on a tout un réseau Inca, on a tout un réseau de routes. Alors, le réseau était en partie abandonné, mais c'est un réseau qui est immense, qui s'étend à travers tout l'Empire. Et la ville de Machu Picchu était ravitaillée par ce réseau Inca. Et d'ailleurs, c'est encore ce chemin de l'Inca que l'on prend pour aller visiter le site. Donc aujourd'hui, ce réseau, dans les années 30-40, n'existait pas, il est totalement enfoui sur la végétation. Aujourd'hui, les archéologues l'ont dégagé. Donc le site n'était pas isolé, bien au contraire. Et donc au XVe siècle, c'est-à-dire c'est la fin de l'Empire Inca, ce site du Machu Picchu. Alors le site a été aujourd'hui daté de 1450. 1450, donc c'est l'apogée de l'Empire Inca. C'est pas la chute. On a à peu près 70 ans avant la chute de l'Empire Inca. On a des textes historiques aujourd'hui qui nous permettent de dire que c'était peut-être le palais d'un Inca. Ça, on en est de plus en plus persuadé. Qui dit palais, c'est un lieu de résidence. Oui. C'est un lieu cérémoniel. Alors, il s'est effondré bien avant l'arrivée des Espagnols. On pense peut-être qu'il s'est effondré, puisque si c'est en effet la résidence d'un Inca, un peu comme Versailles était la résidence de Louis XIV, au moment où l'Inca perd le pouvoir, le site serait peut-être abandonné. Il n'y a plus sa fonction rituelle. Et les nouveaux Incas arrivent, mais les Incas appartiennent à une autre famille royale, ce qu'on appelle une Panaca. Ce n'est pas la même lignée. Et donc, il est très possible que, comme ce n'est pas la même lignée, le site perd son importance et plus personne ne va sur le site. Et donc, il a été abandonné à cette époque-là. Comment vous expliquez, Patrice Lecoq, que le site du Machu Picchu a été redécouvert de façon si tardive ? Mais parce qu'il est abandonné. Imaginons qu'il est abandonné depuis 70 ans. À l'époque Inca. À l'époque, les Espagnols arrivent, le site n'existe plus. Donc les gens perdent la mémoire du site. Ils savent que c'est un site Inca, il y a des ruines, et puis ça s'arrête là. Les paysans montent, ils ont leur champ, comme c'était très bien dit par Bingham. Mais la mémoire du site est totalement oubliée. Et les Espagnols qui sont arrivés, qui vont chercher de l'or un peu partout, ne savent pas que le site existe. Et c'est pas parce qu'on appelle un site Huaca ou Picchu qu'il y a de l'or sur le site. Encore faut-il y aller. Et ça, ils sont incapables d'y aller parce qu'on ne connaît pas les routes. Donc aucun des Espagnols ne va aller sur le site. Et les gens qui habitent près du site, mais pour eux, ça n'a aucune importance. Hiram Bingham est, rappelons-le, historien avant d'être archéologue. En 1911, l'archéologie comme discipline, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'en est au fond qu'à ses prémices. Elle balbutie. Oui, alors ça fait peur quand on voit le travail qui a été réalisé par Bingham par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Ça, il va fouiller à la pioche, pique. Il utilise même de la dynamite pour dégager des grands blocs de pierre qui l'embêtent. Alors il ne peut pas dégager, donc il utilise des bâtons de dynamite. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile de pouvoir fouiller. Parce que ce qui l'intéresse, c'est surtout ramener des objets, puis restaurer les monuments, de façon à pouvoir l'ouvrir au tourisme un peu par la suite. Mais ce n'est pas la recherche scientifique, il n'y a pas de fouille. Alors justement, aujourd'hui, Patrice Lecoq, sur quoi se concentrent les recherches archéologiques ? J'imagine qu'il y en a toujours sur le Machu Picchu. Alors il y a énormément de recherches. Il y a un projet polonais notamment qui a travaillé avec les gens de l'UNESCO. Le premier travail, c'est surtout restaurer le site. Alors c'est un travail énorme parce qu'il a fallu démonter de façon à pouvoir l'ouvrir au tourisme pour que les édifices ne tombent pas sur les touristes qui visitent le site. Donc il a fallu démonter l'intégralité des monuments pour les reconstruire. C'est exactement ce qui s'est fait en Corvat. C'est les mêmes principes. Donc moi quand j'y suis allé il y a 40 ans, il y a encore une partie du site qui était à dégager. Alors aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui sont effectuées, notamment relevé 3D du site, avec des drones, qui permet donc d'avoir une vision générale. La place, je disais qu'il y avait énormément de fontaines, qui sont des fontaines qui sont considérées comme cérémonielles. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'infiltration de l'eau. C'est une région avec beaucoup de mica, très instable, il n'y a pas trop de tremblements de terre à cet endroit-là, mais il y en a quelques-uns. Et donc, il y a des pans entiers du Machu Picchu qui peuvent s'effondrer. Alors les Incas connaissaient le problème, ils ont construit des terrasses aux endroits où les murs et les monuments pouvaient s'effondrer. Ce qui a stabilisé une partie, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, quand il y a énormément de touristes, le va-et-vient des tourismes contribue à faire vibrer une partie des sols
Et donc, on a peur que le pan entier de la montagne tombe. D'où certaines restrictions, on y reviendra. Autre travail qui est réalisé, c'est en cours de réalisation, un travail au lidar. Alors, c'est quoi le lidar ? C'est un radar qui permet de pénétrer la végétation pour avoir une idée des sols. Et de retrouver les routes d'anciennes. Ce qui s'est fait sur les Mayas, notamment. Oui. Il y a un numéro de National Geographic consacré aux routes Mayas. Alors, vous avez dit qu'il y a à peu près 3/4 du site qui est connu. Alors en effet, tous les éléments importants, les temples, tout ce qui est en pierre, on le retrouve. Par contre, on pense qu'il y avait des édifices en adobe, c'est-à-dire en terre, qui n'a pas laissé de traces. Par contre, les édifices en terre s'effondrent. On retrouve des petits mausolées, on retrouve des petites montagnes. Et donc le lidar permettrait donc de retrouver ces petites montagnes et d'avoir une idée sur ces sites annexes, qui étaient des sites où vivaient, ce sont certainement des huttes, où vivaient les paysans, qui ravitaillaient le site. Donc c'est tout ce travail qui reste à faire. Et surtout la préservation. Vous avez effectué des fouilles sur le site de Choqquirao au Pérou, cette cité inca considérée comme la sœur du Machu Picchu. Oui, alors le nom étant si emblématique, parce que Choqquirao, ça veut dire le berceau de l'or. On parlait de l'or, alors on n'a pas d'or. Rassurez-vous, il y a une mine d'or pas très loin, on n'a pas retrouvé d'or. C'est une cité qui se trouve à 70 km à vol d'oiseau Machu Picchu. On sait qu'elle a été construite par le fils de Pachacutec, c'est-à-dire c'est la même famille. Machu Picchu, c'est au nord de la cordillère de Vilcabamba. Choqquirao, c'est au sud. Donc évidemment, et les deux présentent à peu près le même type d'édifice. Il y a énormément de terrasses. Il y a beaucoup plus de terrasses à Choqquirao qu'il n'y en a à Machu Picchu. Et par contre, ce qui est extraordinaire à Choqquirao, c'est qu'il y a environ 15 ans, on a trouvé des terrasses décorées avec des caravanes de lama, qui est une première. Donc vous voyez les terrasses, l'agencement des pierres est fait de telle façon qu'on voit se dresser la caravane qui monte à l'assaut de la montagne. Incroyable. La merveille archéologique constitue le Machu Picchu attire chaque année plus de un millier de visiteurs environ. En 2019, les autorités péruviennes ont décidé de restreindre le nombre de visiteurs en réduisant les horaires de visite à 4 heures par jour et d'instaurer des quotas. Quelles sont les conséquences de touristes de masse sur le site ? Alors, vous avez parlé de dégradation du fait des vibrations des pas des visiteurs. C'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3000 visiteurs par jour qui visitent le site. Il y a une quinzaine d'années, l'UNESCO avait menacé de déclassifier le site et de la mettre sur la liste des monuments en péril. Les Péruviens ont fait toute une campagne, on dit non, on va respecter, donc le site est encore ouvert, sauf qu'ils ont restreint l'accès. C'est-à-dire que les différentes parties du site ne sont pas visitables en tant que telles. Il faut y aller par le Huayna Picchu. Moi, quand j'y allais, on pouvait y aller. Maintenant, il faut réserver sur Internet, la plupart du temps. Il est très difficile de pouvoir visiter la partie centrale du site. Le lendemain, le cas échéant, ou alors si vous avez l'autorisation, vous pouvez monter au Huayna Picchu. Donc, il y a à peu près 300, 400 personnes, pas plus, qui veulent y aller. Et vous avez une caverne un peu plus basse, qui est la caverne de la Lune, qui est un observatoire. Et là, on ne peut plus y aller. Il faut y aller aussi avec des groupes. Alors, c'est le gros problème, c'est que on restreint le nombre de touristes qui peuvent visiter le site. On est obligé de faire l'inscription sur Internet souvent un mois à l'avance. C'est exactement le même cas pour le sentier Inca. Il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Donc, les autorités péruviennes essaient de faire le maximum. Elles n'y arrivent pas forcément. Le train a doublé. Le prix du train a doublé. Donc, ça dissuade les jeunes touristes qui... Alors, les jeunes touristes, l'idée, c'est qu'ils vont aller à Choqquirao. C'était ce qu'avait prévu la première dame péruvienne quand elle a ouvert ce site de Choqquirao. Les jeunes touristes ne pourront peut-être pas aller à Machu Picchu, mais ils vont découvrir, parce qu'on ne peut y aller qu'à pied, un nouveau site. Donc, c'était une très bonne initiative, mais c'est pas Machu Picchu. Et lorsque vous allez au Pérou et que vous quittez le Pérou, la plupart des gens vous disent « Est-ce que vous êtes allé à Machu Picchu ?» Et si vous dites « Non, il y a trop de touristes », « Ah mais non, mais c'est une catastrophe, il faut que vous alliez à Machu Picchu. » Donc ça reste le site emblématique. Il est très difficile d'empêcher les touristes d'aller à Machu Picchu parce que c'est quelque chose de très important. C'est comme aller à Venise, voir la Tour Eiffel pour un Parisien et pour quelqu'un qui vient de l'étranger. C'est le site emblématique de la culture inca. Mais merci beaucoup Patrice Lecoq de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Hiram Bingham, l'explorateur qui a inspiré Indiana Jones. Je précise que vous êtes l'auteur avec Éric Taladoire d'un Que sais-je intitulé « Les civilisations précolombiennes » paru aux presses universitaires de France. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.